À 1 minute de la fin, je vous ferai un signe. Je vous invite tout d'abord à débuter en vous présentant. Bon exposé. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, bonjour. Mon nom, c'est Dori Jade. Je suis le directeur général de l'Association canadienne des conseillers professionnels en immigration. Je veux remercier la Commission de nous avoir invités à présenter un mémoire ainsi que sur la planification des niveaux d'immigration 2020-2022. M'accompagne aujourd'hui Madame Cathy Pellerin, qui est membre du conseil d'administration de l'association, et Madame Sylvie Gonin, qui est à ma droite, membre du comité de la section Québec. L'ACPI est l'association professionnelle pan-canadienne des consultants en immigration. Elle les représente et leur fournit des services d'information et de perfectionnement. Elle agit distinctement, mais en concert avec le CRCIC, qui est l'ordre professionnel ou l'organisme de réglementation. Notre section du Québec compte la grande majorité de consultants inscrits au registre des consultants en immigration du Québec. Nos points de vue sur les orientations sont les suivants. Je vais être bref et juste prendre quelques-uns des points qui seront les plus importants. L'orientation 1, les niveaux d'admission, concernant les niveaux d'admission. Sur ce point-là, l'ACPI est persuadé que l'immigration influence la croissance démographique, contribue ainsi à la croissance économique et à la prospérité du Québec. Comme le démontrent les plus récentes perspectives démographiques de l'ISQ, qui est l'Institut statistique Québec, pour la période 2016 à 2066, il faut atteindre annuellement 55 000 immigrants pour maintenir une croissance raisonnable et ralentir le vieillissement de la population. De plus, afin d'éviter une chute importante du poids démographique du Québec et ses répercussions politiques et économiques, il sera nécessaire d'augmenter le nombre d'immigrants admis chaque année au Québec. Le Canada veut recevoir, comme vous le savez, 350 000 immigrants par année en 2021. Si le Québec exerçait son pouvoir sous l'accord Canada-Québec, ce nombre aurait atteint 79 000 personnes. Certains affirment que ce nombre dépasse la capacité d'accueil du Québec. Nous pensons qu'à l'intérieur de paramètres raisonnables, cette capacité d'accueil est avant tout une question de leadership politique et vu les récentes mesures annoncées, que ce soit au niveau de la francisation ou de l'intégration, nous croyons que cette capacité d'accueil est grandissante. Voilà pourquoi l'ACPI recommande de s'inspirer du scénario de l'ISQ, d'augmenter jusqu'à 55 000 personnes immigrantes par période, qui est 1 an. L'orientation 2, la part de l'immigration économique. Nous sommes d'accord avec cette orientation. Toutefois, le maintien d'un pourcentage pour les catégories dans le total des admissions ne devait pas servir comme motif pour réduire les membres d'admission dans, par exemple, les membres de la famille ou le parrainage des enfants de personnes de Québécois ou de Québécoises qui sont à l'extérieur du pays. Si plus de Québécois, par contre, par exemple, désirent parrainer leurs conjoints ou leurs enfants, ce barème ou ce plafond de 65% ne devrait pas s'appliquer. Il faudrait aussi augmenter les nombres pour les gens d'affaires pour le déclin démographique
et l'enjeu de la relève entrepreneuriale nous inquiète, un besoin important et immédiat. Avons-nous suffisamment d'hommes d'affaires au Québec? Si des gens intéressés à créer des entreprises au Québec répondent aux exigences, selon quelle logique devons-nous limiter le nombre d'entrepreneurs à 60 et de travailleurs autonomes à 50, tel qu'il était l'année passée? Pour les investisseurs, nous proposons de progressivement hausser les quotas et d'améliorer la rétention en relevant le seuil de passage pour favoriser ceux qui obtiennent ou ceux qui obtiennent davantage de points. Nous croyons que l'ACPI devait être associé à la mise en place des nouveaux programmes pour les gens d'affaires, vu que la grande majorité, et selon le ministère, plus que 95% de ces gens-là ont recours aux services de consultants en immigration. Orientation 3, augmenter la part du PEC. Nous soutenons cette orientation. Nous constatons avec plaisir que plusieurs des recommandations que nous avons faites en 2018 ont été retenues concernant le PEC. Par contre, pour les travailleurs temporaires, nous continuons à demander de revenir à la définition initiale d'emploi admissible au PEC qui accepterait le travail autonome et celui pour une entreprise qui est au Canada et dont le propriétaire est en situation temporaire. En ce qui concerne le volet étudiant étranger, nous voudrions voir assouplir les exigences du diplôme admissible. Par ailleurs, un passage du cahier de consultation nous a laissé perplexes. À la page 8, on écrit « Cariment sera étendu pour les années prochaines aux autres programmes d'immigration, en commençant par le PEC. Or, le PEC ne fonctionne pas selon une grille de sélection ou des points. Alors, on aimerait savoir probablement comment ARIMA et le PEC fonctionneraient ensemble. Par conséquent, nous n'appuyons pas cette intention. Finalement, nous ne comprenons pas la cohérence avec cette orientation et la décision suspendue de suspendre le 10 juillet 2019 jusqu'au 1er novembre 2019 la réception des demandes du volet diplômé du Québec. La raison invoquée de donner la priorité à la sélection de personnes qui occupaient un emploi au Québec au cours de cette période ne nous apparaît pas convaincante. 1 minute 30 à votre exposé. D'accord. Je vais donner la parole à ma collègue Sylvie pour la conclusion et le point 6. Alors, je vais aller avec l'orientation 6, appuyer les employeurs pour la sélection temporaire. Nous appuyons le MIDI dans sa démarche de mettre en place une nouvelle offre intégrée de services aux entreprises. Nous recommandons que le MIDI puisse s'assurer de bien identifier les différents partenaires publics et intégrer également des entreprises privées dûment agréées et spécialisées. L'offre de services actuelle n'est pas suffisante et pas suffisamment adaptée aux besoins des employeurs devant faire face aux défis du recrutement international, autant dans la phase de sélection selon le bassin géographique visé qu'au niveau de l'administration des procédures d'immigration à court et moyen terme. Donc, nous accueillons par contre positivement les premiers efforts du MIDI en matière d'accompagnement des employeurs. On le sent très bien déjà que les entreprises acceptent ce nouveau service.
Donc, j'y vais avec la conclusion en terminant que nous vous référons à notre mémoire pour d'autres considérations, recommandations pour donner suite à notre analyse du cahier de consultation. Donc, vous retrouverez les autres recommandations dans le mémoire. Merci. Merci à vous. Nous allons débuter la période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous pour un bloc de 16 minutes 30 Merci, secondes. Madame la Présidente. Monsieur Jade, Madame Pellerin, Madame Gonin, bonjour. Merci d'être présent en commission parlementaire aujourd'hui pour présenter votre mémoire sur la planification pluriannuelle. D'entrée de jeu, je veux qu'on aborde la question d'ARIMA avec l'utilisation du programme d'expérience québécoise par ARIMA. Lorsqu'on dit qu'on va utiliser ARIMA, c'est la plateforme qu'on utilise. Parce que je vous donne un exemple. Quelqu'un qui, ce qu'on souhaite faire, c'est que le programme d'expérience québécoise passe par la plateforme informatique ARIMA de façon à faire en sorte de s'assurer que la personne, elle est admissible. Je donne un exemple. Quelqu'un qui appliquerait dans le PEC, dans le programme d'expérience québécoise, et qu'elle n'est pas admissible. Supposons qu'elle n'a pas son niveau 7 de français ou ça fait pas 1 an qu'elle travaille sur une période de 2 ans. Mais déjà, cette personne-là, si elle répond aux besoins du marché du travail, on ne voudrait pas qu'elle soit oubliée, qu'elle ne puisse pas faire partie de la banque de personnes potentiellement immigrantes. Donc, on pourrait la diriger vers le programme régulier des travailleurs qualifiés. C'est en ce sens-là qu'on veut utiliser notamment la plateforme ARIMA. Il faut comprendre qu'à l'intérieur de la plateforme ARIMA, c'est un véhicule qui peut gérer plusieurs programmes d'immigration, à la fois le programme régulier des travailleurs qualifiés, à la fois celui du PEC. Éventuellement, si jamais on avait le rapatriement de la compétence en matière de regroupement familial aussi, on pourrait l'utiliser. C'est vraiment l'outil de base que le ministère va se servir. Alors, je souhaite juste diminuer vos craintes relativement à l'utilisation. Le programme en soi est distinct de celui du programme régulier de travail qualifié, mais c'est la plateforme qu'on utilise comme véhicule informatique à ce niveau-là. Au niveau des travailleurs temporaires, comment vous percevez ça, le fait que le Québec souhaite aller de l'avant avec davantage de travailleurs temporaires dans l'objectif de permanentiser ces travailleurs-là pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre? Oui, tout à fait. En fait, on croit que c'est une belle avenue parce que, comme vous le dites, ils rentrent ici de façon temporaire, qui est beaucoup plus rapide que d'aller vers le grand processus de la résidence permanente pour ensuite s'adapter ici et pouvoir aller plus loin dans leur démarche et s'intégrer graduellement dans la société québécoise. OK. Et lorsqu'on parle d'intégration de la société québécoise, la semaine dernière, on a annoncé le parcours d'accompagnement personnalisé. Qu'est-ce que vous pensez du parcours qu'on va déployer, là? Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil pour l'intégration des personnes immigrantes? Oui. Bon, disons que ça vient, si je le comprends bien, là, en complément de les autres services qui sont déjà offerts par les organismes d'intégration. En fait, ce qu'on soulignait tout à l'heure dans l'orientation 6 était de pouvoir aller plus loin avec les services concrètement, là, d'accompagner les employeurs au niveau des procédures légales à court terme et à long terme. Donc, ce qu'on se rend compte sur le terrain actuellement, c'est que à titre de consultant, on est peut-être moins sollicité qu'on pourrait l'être. Et c'est ça, en fait, je vais juste revenir sur le point qu'on a peut-être coupé un peu. C'est ça, en fait, c'est Dory, tu veux-tu le... OK, je vais continuer. C'est que les consultants en immigration font partie déjà du système qui existe déjà. Et il y a des cas qui commencent à arriver. Et peut-être, Monsieur le ministre, vous pouvez nous clarifier comment l'accompagnement va fonctionner, parce qu'on est sous l'impression et sous quelques échos qui disent que certains de ces centres-là ne reçoivent plus de subventions parce que le nouveau système rentre en fonction, et ces personnes-là se convertissent un peu cadre de l'accompagnement à aller plus dans un cadre légal de la loi.
Alors, j'espère que je me trompe et j'espère que ces échos ne sont pas corrects. Bien, en fait, peut-être juste pour me renseigner, je ne suis pas sûr de saisir votre question quand vous dites qui vont plus être dans le cadre de la loi. À quel centre vous faites référence? Vu que c'est ça qu'on a entendu, je n'ai pas de preuves à l'appui malheureusement présentement, vu qu'il n'y a plus de subventions, au lieu d'envoyer des employés, les employés travaillent en termes d'aider les personnes à remplir des documents ainsi que à être conseillés comment la loi en immigration fonctionne au Québec, ce qui est techniquement illégal selon la loi du Québec. Vous voulez dire dans les organismes communautaires? Oui. Bien, en fait, si vous faites référence au parcours d'accompagnement personnalisé, l'objectif, c'est de faire en sorte de déployer un accompagnement pour les personnes migrantes de la part du ministère de l'Immigration, des agents d'aide à l'immigration dès l'étranger, s'ils ont des questions, notamment de favoriser l'apprentissage du français en ligne dès l'étranger, s'il y a des difficultés avec les ordres professionnels, ou même de faire reconnaître les compétences dès l'étranger. Et ça, c'est parfait. D'avoir le permis d'exercice aussi. Tout ça en amont, avant d'arriver, et que lorsque les personnes arrivent à Dorval, à l'aéroport, eh bien, elles puissent avoir rendez-vous avec un agent d'aide à l'intégration dans les 5 jours ouvrables. Alors, on va vraiment faire en sorte là, de déployer les ressources au sein du ministère de l'Immigration dans les régions pour faire en sorte qu'il y ait un accompagnement s'il y a des difficultés. On ne vient pas se substituer au travail que les partenaires du ministère font, que ce soit les organismes communautaires ou les différents groupes. On est vraiment là en soutien, mais il faut que le ministère retrouve son rôle qui, on peut dire, au cours des dernières années, avait été un peu diminué, si je peux dire, parce que la responsabilité de l'intégration, c'est principalement une responsabilité des communautés, mais de l'État lui-même. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de déployer le parcours. Puis vraiment aussi, ça fait suite au constat de la vérificatrice générale qui disait, écoutez, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement, vous en faites pas suffisamment. Et donc, on corrige cette situation-là, puis on s'assure vraiment que dans toutes les étapes, dans toutes les démarches du processus d'intégration d'une personne, en fonction de sa réalité, en fonction du profil de la personne, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a qu'une seule réalité au niveau. En fait, chaque personne a sa propre réalité lorsqu'on immigre dans le pays. Alors, c'est pas tout le temps les mêmes besoins. Donc, l'agent d'aide à l'intégration va être là pour ça. Donc, peut-être ça vous renseigne un peu sur c'est quoi la vision du ministère. Oui, si je peux poursuivre sur ça. En fait, ce qu'on voulait tout à l'heure, ce que je voulais apporter, en fait, c'est que, oui, ces agents d'immigration-là, c'est vraiment très bien ce que vous faites à ce niveau-là. On sent qu'il y a un besoin. Puis, je pense que de justement les attraper tout de suite à l'aéroport, qui sentent qu'ils vont avoir un suivi dans les jours suivants, ça va vraiment sécuriser ces gens-là. Parce que même les travailleurs temporaires qui arrivent, même si c'est un employeur qui veut bien faire et tout ça, c'est quand même une relation d'emploi, employé-employeur. D'avoir quelqu'un, un spécialiste qui va pouvoir donner les bons conseils et renseignements au niveau de leur intégration, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Par contre, ce qu'on voit, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai ramené un petit peu au niveau des associations. Il ne faudrait pas que ça se répète à ce niveau-là. C'est que les gens sont comme vos personnes qui vont entrer en poste sont en première ligne. Ils sont directement en contact avec le besoin de cette personne-là. Et parfois, c'est le besoin d'un service qui touche la loi de l'immigration, que ce soit provincial ou fédéral. Et c'est là qu'on sent que les conseils viennent par habitude ou c'est ça un peu qu'on voulait apporter, de venir vers nous, qui est déjà réglementé, et que vous nous donnez un droit de pratique ici au Québec pour qu'on puisse venir en appui à ces gens-là. Je comprends. Je vous remercie pour la présentation. Je sais que j'ai des collègues qui veulent poser des questions. Alors, je crois que c'est la députée Bellechasse qui prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que vous pouvez m'identifier combien de temps il me reste? 7 minutes. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, messieurs, monsieur, pardon, merci d'être là. Merci de participer à cet échange qui est très enrichissant, à ma foi.
Je veux revenir, madame, parce que vous étiez en fin d'exposé et ça a déboulé très rapidement concernant l'orientation 6, justement, dont on parlait. Vous avez dit que vous étiez en faveur de l'accompagnement des employeurs de toutes les régions dans la démarche de recrutement. Oui. Et puis que vous souhaitiez une collaboration avec les partenaires publics et privés agréés. De ce fait, on vient de parler au niveau de la loi, entre autres choses. J'aimerais ça, si on pouvait en discuter pour approfondir, selon vous, parce que vous avez mentionné dans votre mémoire que l'offre actuelle n'était pas suffisante et pas suffisamment adaptée aux besoins des employeurs. J'aimerais ça vous entendre parler de ce que serait une offre adaptée aux besoins des employeurs, un peu comment elle se déclinerait, quelles procédures, quelles étapes sont importantes. 7 minutes là, pour tout ça. Même moins. 30. Ah, OK. Bien, écoutez, moi, je suis une personne de terrain. Là, je veux dire, de créer votre offre en détail serait difficile un petit peu pour moi, là. Par contre, je me rends compte qu'il y a beaucoup de donneurs de services qui s'improvisent. C'était un peu notre aspect là, d'apporter le point ici là, de service qui n'est pas suffisant ou suffisamment adapté. On parle de recruteurs internationaux. Je pense que le ministre du Travail et de l'Emploi et du Travail, Solidarité sociale, travaille aussi sur un dossier qu'on a déposé, nos recommandations, pour réglementer tout ça un petit peu, pour éviter là, des situations qu'on se voit reprendre la balle en entreprise pour des situations dommages de dossiers mal préparés ou laissés tomber. Donc, il y a quelque chose à faire sur ça, mais de dire là, que je vous propose clairement des points à apporter, c'est une situation qu'on voit en région régulièrement. Là. Bien, en fait, parce que vous avez parlé de manque au niveau de l'adaptation, c'est peut-être davantage à ce niveau-là pour les employeurs. Permettez que je vous réponde. Oui. Merci. OK. Ce que nous voulons mentionner, je vais essayer de le vulgariser, comme ça peut-être c'est plus simple. Vous avez toutes sortes d'employeurs, vous avez toutes sortes d'industries, et dans chaque industrie, il y a aussi des catégories. Souvent, on sait ça, et ce n'est pas quelque chose de négatif, mais c'est la réalité. Le gouvernement, souvent, dans tous les services incluant l'immigration maintenant, dans tout ce qui est service à la population, c'est souvent un service, je le nommerai pour des fins de vulgarisation, générique. Donc, il ne s'adapterait pas aux entreprises qui ont besoin de quelque chose en particulier. Je vais prendre un seul exemple, sans nommer aucune entreprise, mais l'industrie de vidéo et de logiciels à Montréal, c'est une industrie qui est grande, que le gouvernement pourrait, par exemple, allouer les ressources nécessaires, l'argent et les personnes qui pourraient aider ces gens-là. Par contre, une autre petite industrie que peut-être vous passerez même pas par la tête, mais tout ce qui est relié au domaine dentaire, qui est toujours en pénurie depuis 1980 ou 1990, tout ce qui est relié aux prothèses, tout ça, c'est tellement minime que je douterais, par exemple, que le ministère pourrait donner un service en particulier pour ça. C'est un peu, j'ai essayé de vulgariser l'idée pour mettre en contexte les nuances de plusieurs industries, plusieurs besoins. Okay. Est-ce qu'il me reste quelques secondes? 2 minutes? Oui. Merci. En fait, ce que je voulais savoir, c'est en quoi les entreprises agréées étaient les mieux placées pour établir un processus de recrutement. Si je veux transposer la situation dans une entreprise privée, j'ai rarement vu un dirigeant d'entreprise dire ce matin, je vais faire mes états financiers par le département des ventes. Tu sais, je veux dire, quand on a besoin de conseils légaux, je veux dire, on va se tourner vers un avocat. On a besoin
de renfort au niveau des démarches légales pour l'immigration. On va aller vers un consultant de migration, un avocat, un notaire, bon, ceux qui sont réglementés pour le faire. Vous n'êtes pas sans savoir que les lois changent rapidement et qu'on doit s'adapter. On est constamment en formation pour offrir le meilleur des conseils à nos clients. Et puis, c'est ce qu'on voit quand même assez régulièrement, là, que les conseils viennent d'un peu... de toutes sortes de façons, et puis que ça peut causer quand même des situations de problèmes en entreprise. Donc, en ayant le support de gens qui sont agréés et spécialisés dans leur domaine, bien, je pense que ça vient renforcer là, processus d'immigration, mais vous êtes d'accord que pour le processus de recrutement, il faut aller en amont avec des spécialistes en recrutement? Exactement, des gens qui vont avoir, c'est ça, la formation et les connaissances pour le faire. Oui, monsieur? Non, je voulais dire que le recrutement, avant qu'une personne devienne résidente permanente au Québec, exige tous les services d'immigration fédérale et ou provinciale, dépendamment de la situation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je cède maintenant la parole au député de Néligan pour un bloc d'échange de 11 minutes. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Monsieur, bonjour, bienvenue. Merci pour votre rapport. J'ai juste une interrogation par rapport vous avez dit droit de pratique au Québec. Pouvez-vous juste nous clarifier l'échange que vous avez eu avec le ministre? Qu'est-ce que vous voulez dire par le droit de pratique? En fait, pour être consultant réglementé en immigration canadienne, pour pouvoir offrir des services autant aux entreprises qu'aux gens de l'étranger, on doit être réglementé par le Conseil de réglementation en immigration du Canada. Ensuite, pour pratiquer ici au Québec, pouvoir donner des conseils et représenter des gens au Midi, on doit faire l'examen et avoir un droit de pratique ici, faire partie de la liste des consultants. Merci, j'ai compris maintenant ce que vous voulez dire. Est-ce que vous avez une inquiétude par rapport à ce qui s'en vient au niveau de l'accompagnement, le profil personnalisé ou bien la stratégie qui a été annoncée par le Midi, que ça rentre en conflit avec ce qui existe déjà? Je vois quand même ça très positif, ce qu'ils nous annoncent. Par contre, le vivant, il y a quand même des services qui existent déjà. Je ne sais pas comment que ça va s'arrimer à tout ça. Par contre, ce qu'on voit, nous, c'est que les gens en première ligne qui font de l'intégration des immigrants ne sont pas sans avoir ces petites situations-là légales à régler avec les travailleurs ou les employeurs, et ça cause des réels conflits parce que moi, sur le terrain, je veux dire, on le voit, je veux dire, vous avez peut-être entendu parler que les régions ont beaucoup fait l'immigration vers Montréal, apporter des autobus en Chaudière-Appalaches, rentrer ces gens-là en entreprise. Donc, oui, c'était une belle initiative. Les gens viennent, ils travaillent, mais après 2 ans, on ne fait pas de suivi avec eux. Fait que moi, ça m'arrive de faire des diagnostics en entreprise et de me rendre compte que finalement, ces gens-là n'ont même plus de permis valide. Fait que je suis obligée de dire aux entreprises, non, il faut qu'ils cessent de travailler. Et puis là, bon, vous comprenez, ça prend des gens spécialisés tels que nous sommes, l'association ici, pour supporter ces employeurs-là. Et les gens qui sont en emploi, c'est pas seulement de les rendre ici en emploi, c'est de les suivre et les amener légalement vers la résidence permanente, ou du moins les maintenir sur des permis de travail temporaires ou autres permis pour pas qu'ils perdent leur statut ici, là. Je comprends l'enjeu. Ma dernière question, parce qu'après ma collègue va poursuivre. À la lumière de ce que vous venez de dire et à l'explication que vous avez évoquée, avez-vous une crainte d'une sorte de compétition avec le Midi? Avez-vous des craintes qu'il va y avoir de plus en plus de décentralisation? Sentez-vous que votre organisme est partenaire dans la nouvelle démarche du Midi dans ce qu'il compte se déployer avec le projet de loi 9? Est-ce que vous êtes rassuré, pour être beaucoup plus clair? On n'a pas beaucoup d'informations non plus encore. C'est un projet qui n'est pas encore avec tous les détails. Donc, on ne peut pas se prononcer à ce sujet-là. Il faut que vraiment on ait plus de détails pour pouvoir... Vu votre rôle
vu ce que vous jouez sur le terrain, aimeriez-vous que le ministre vous invite et le ministère vous invite et vous inclut, vous soulevez des problématiques? Il me semble que c'est des problématiques, c'est du vécu, vous êtes sur le terrain, vous accompagnez, vous voyez des cas au niveau de certaines entreprises. Aimeriez-vous que le Midi vous invite pour être sur la table? Notre but, que ce soit l'opposition officielle ou le gouvernement, c'est vraiment accompagner et non pas créer des problèmes. Est-ce que c'est ça que vous aimeriez? Absolument. Okay, merci. Madame la députée de Bourassa-Sauvé, il reste un peu moins de 7 minutes au bloc. Je veux juste bien comprendre. Donc, toute cette question des seuils à 40 000, selon vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Baisser les seuils à 40 000, vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée dans le contexte actuel? OK. Dans le contexte actuel, parce que je sais que vous parlez de flexibilité. C'est une décision que le ministère a prise, ou va prendre, ou le Parlement va voter pour, mais peu là, importe. on est justement en consultation, le ministre réfléchit. Alors, qu'est-ce que vous, de la façon dont vous voyez ça, est-ce que c'est nécessaire de faire ça, ou si on devrait y aller avec 55 000 par année, comme vous semblez dire dans votre rapport? J'aimerais vous entendre là-dessus. Nous préférons les 55 000 par année pour plusieurs raisons qu'on a évoquées, incluant le poids démographique du Québec au Canada. Parce que le Canada accélère plus vite que nous. Ils ne nous attendront pas. Par contre, j'aimerais donner une opinion dans ce cadre. L'immigration temporaire est une immigration illimitée qui ne rentre pas dans ces seuils-là. Pour ceux parmi vous qui peut-être ne sont pas au courant de ce détail. Le Québec pourrait, si choisi, de remplir la différence du seuil par une immigration temporaire qui pourrait, à ce moment-là, s'intégrer au cours des 2 prochaines années, le temps que les seuils montent, et convertir, si le terme est acceptable, ces personnes-là en personnes permanentes pour combler le retard. C'est la situation et c'est une proposition ou solution. Donc, admettre plus d'immigrants de travailleurs temporaires. Ça va être la situation. Tous les employeurs, et ça, c'est pas juste nous qui le disons, nous ne sommes pas des employeurs pour être en conflit, mais toutes les statistiques démontrent que les employeurs sont en pénurie presque dans toutes les industries, en particulier ceux à l'extérieur de la grande région de Montréal. Est-ce qu'on s'en va vers une situation où ça sera plus facile de passer du temporaire au permanent ou le contraire, à la lumière de ce que vous voyez? Ça, c'est OK, pour l'instant, on ne peut pas se prononcer là-dessus parce que c'est si je peux me permettre de dire, c'est une façon tactique pour le Midi d'agir au moment opportun. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin, en principe, du gouvernement pour pouvoir décider comme ministère si le ministère voudrait accélérer le processus ou le régressir en termes de conversion rapide. Par contre, le Québec restera pour très longtemps, et avec respect, peu importe le gouvernement, dans une situation précaire, vu que tous les dossiers passent par le gouvernement fédéral avant d'avoir le visa, d'où les retards qui dépassent pour maintenant les 24 mois. Donc, même si le Québec accélère son processus de conversion, que j'ai appelé conversion, disons, de 1 mois, il resterait à un autre 24 mois d'attente. Ce qu'on disait ce matin avec d'autres gens qui étaient là et en consultation, on disait que baisser ces seuils à 40 000, en fait, ça étire le délai d'attente pour les résidences permanentes. Parce que ça crée un backlog encore plus grand. Donc, ça va un peu à contre-courant de ce qu'on voudrait, si je comprends bien. Ça, c'est des ententes internes entre le Midi et le IRCC, qui est l'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. C'est des ententes qui se font continuellement pour voir combien de visas ils veulent cette année pour quelle catégorie et de quel pays. Si c'était juste de vous, on devrait y aller avec 55 000 par année. C'est ça, serait la logique c'est ça dans le contexte actuel. C'est ça notre opinion.
Et ce poids-là du Québec au sein du Canada qui diminue, ça vous inquiète? Absolument. Parce que selon les calculs, ce que nous ne pouvons pas faire, mais selon les calculs, c'est 79 000 si on veut exercer tout notre pouvoir en termes de démographie en immigration selon l'accord signé en 91. Il y a... Mais 79 000, c'est pas beaucoup. possible, puis c'est pas équitable, puis ça fonctionnera pas. Mais 55 000, ça vous... En principe, ça devrait. La suspension, vous parliez tout à l'heure de la suspension de du passage à un visa pour les étudiants diplômés. Ça vous dérange beaucoup, ça? Si vous pensez que c'est une erreur sérieuse? Bien, on ne trouve pas la raison pourquoi, parce que ces étudiants-là ont étudié ici. Ils ont planifié comme quoi ils ont ce droit de présenter cette demande qui ne prend pas que quelques semaines pour être soit approuvé ou non, pour avoir une décision. Basée sur cette décision, ils vont aller en résidence permanente qui, à ce moment-là, on retourne au délai que nous avons mentionné, des mois et des mois, pour ne pas dire même des années. Donc, ce qui se passe, c'est que arrêter ces personnes-là de prendre une décision dans leur avenir futur, et à mon avis, peut-être on pourrait les laisser présenter des demandes, et même si la demande va prendre un peu plus de temps, faute de ressources, ce qui pourrait arriver, au lieu que de dire, bon, on fait un moratoire pour une certaine période. Est-ce que des suspensions comme celle-là, le fait que dans les 18 000 dossiers, il y avait ces gens-là au Québec dont on a mis les dossiers à la poubelle, est-ce que ça peut, et ces délais-là qui s'étirent vu qu'on descend à 40 000 pour ce qui est des résidences permanentes, est-ce que ça peut jouer sur l'attractivité du Québec, ça? Pouvez-vous répéter? Est-ce que ça peut jouer sur l'attractivité du Québec? Parce qu'on voit la suspension de ce programme-là pour les étudiants diplômés et tout ça. Est-ce que ça peut avoir des incidences, vu qu'on est ma collègue voudrait répondre à cette question. Oui, dans le fond, le problème, c'est qu'en disant ça, on envoie un message très négatif, étant donné qu'il y a un plan de vie déjà fait de toute personne qui vient ici. Et la majorité des gens qui viennent ici avec un permis de travail temporaire ou un permis d'études, ils décident de rester au Québec, au Canada. Et si on dit on va suspendre ce type de programme, ça envoie une alarme et ils deviennent très inquiets avec leur futur. Donc, ils pourraient partir pour une autre province. C'est terminé. Merci. Merci. Je passe maintenant la parole au député de Laurier-Dorion. Oui, merci, madame. 2 minutes 45. Messieurs, mesdames, écoutez, on sait que la question de la volonté de rendre permanent les travailleurs temporaires est pour l'instant hypothétique parce que c'est une compétence du gouvernement fédéral et en ce moment, ce n'est pas le cas. Mais vous, là, si vous aviez à vous prononcer, est-ce que vous préférez pour le Québec un travailleur permanent ou temporaire? Il faut faire attention, c'est beaucoup plus complexe peut-être que... C'est beaucoup plus complexe que ce que vous proposez. Parce que pour devenir un résident permanent ou travailleur permanent, si on veut les nommer comme ça prend des mois et des années. Alors qu'une personne temporaire peut arriver ici, voire moins que 30 jours dans certains cas. Donc, c'est vraiment pas la même comparaison. Par contre, je vous donne un exemple. Pour les personnes qui sont ici et qui ont reçu leur certificat de sélection, il y a déjà une entente avec le fédéral, puis ils font ce qu'on appelle un permis pont, permis de travail, qui permet jusqu'au moment où vous recevez votre résidence permanente qui est en étude, vu que le Québec vous a sélectionné, vous pouvez continuer à travailler. Donc, vous maintenez un statut. Dites-moi, dans votre mémoire, vous avez mentionné la question de la diversité, comme quoi ça avait déjà été une orientation et que ça a disparu dès la consultation actuelle comme une orientation du gouvernement. Et qu'est-ce que ça, pour vous, ça veut dire? C'est que le gouvernement n'est plus intéressé par la question de la diversité, de la provenance des immigrants qui viennent s'établir au Québec? En fait, j'espère que c'est un point que le gouvernement n'a pas encore vu et avec les consultations, le gouvernement va relire la formule. Si la formule est copiée du Canada,
le Canada a un bassin énorme qui est le monde entier, incluant les pays francophones. Donc, de ce fait, vous allez avoir, selon le Canada fait, les meilleurs qui ont le meilleur score en chiffres vont passer. Chaque fois, ils vont prendre 1500, 2000, 3000 dossiers, peu importe. Le Québec a un bassin restreint qui est en grande majorité les pays francophones. Et de ce fait, si on fait ceci, il y a quelques pays qui vont dominer. C'est terminé. Merci. Je cède maintenant la parole à la députée de Gaspé. Merci. Bonjour. Vous évoquez à 2 endroits dans votre document que certaines professions ou certaines régions devraient avoir une catégorie de français, qu'on demande une catégorie de français plus basse. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est assez sensible, même si je comprends que l'intégration professionnelle se ferait plus facilement. Mais qu'en est-il de l'intégration sociale? Pourquoi ne pas miser sur d'autres solutions pour attirer plus de gens en région? Okay. Je vais vous répondre. Ce qui est requis présentement, c'est un B2. Un B2, c'est en principe, c'est une personne qui est capable de communiquer très aisément, écrire et communiquer en français. Par contre, on doit tous savoir qu'une personne dont le CNP est au C ou D n'est pas nécessairement aussi éduquée dans son pays d'origine pour pouvoir absorber une langue troisième ou seconde, dépendamment de si elle a 2 langues déjà, additionnelle, alors que la capacité d'une personne qui a un poste 0 A, B, qui sont soit des universitaires ou des professionnels, sont plus capables, dans un court laps de temps, de maîtriser la langue française. D'autres solutions, par exemple, d'essayer de favoriser la francisation de l'étranger, ce ne serait pas mieux que de recommander une baisse du niveau de français? On a demandé ça parce que c'est une des critères principaux pour pouvoir accéder au programme. Et non que nous n'avons pas d'autres solutions. Mais les autres solutions peuvent être annexes à celle-là. Si celle-là n'existe pas, elle ne permettra pas à la personne d'avoir un CSQ ou de déposer une demande au PEC, par exemple. OK. Merci. En fait, rapidement, vous avez dit que vous avez aidé à l'évolution des programmes de travailleurs qualifiés, les listes d'emplois admissibles, par exemple, dans différents programmes. Est-ce que vous pensez qu'on devrait, à quelle fréquence vous pensez qu'on devrait faire une mise à jour des besoins du marché du travail? Comment s'y prendre? Ça, c'est les statistiques qui vont aller au ministère et je pense qu'ils les ont au mois. Mais aux 3 mois serait très intéressant, parce que je ne penserais pas qu'au mois serait raisonnable. Excellent. Merci. Ça termine le bloc d'échange. Je vous remercie pour votre contribution aux travaux de la commission. Je suspends momentanément les travaux ici pour permettre au prochain groupe de prendre la place. Merci.